Joyeux Noël. Bonjour. Bonsoir. Tout ça. Attendez. Hop. Yo. Bonjour, bonsoir. Bonne nuit. Et tous les trucs là. Comment ça va? Je suis crevé. Quelle surprise, finalement. Voilà. Je fais des petits trucs là. J'arrive, hein. J'arrive soon. Mon chat m'a fait la frayeur de ma vie cette nuit. Et puis... Et ça m'a l'air... Bah, c'est moins bien qu'avant, mais ça m'a l'air d'aller. Ok, donc oui, mon chat m'a fait la frayeur de ma vie cette nuit parce que j'avais... je l'ai fait sortir vers 18-19 heures. Et parce que je le laisse plus sortir la nuit. Parce qu'il fait genre 0 degré dehors. Mais manifestement, il m'a devancé. Voilà. Donc il a passé toute la nuit dehors, cet enculé. Donc, je suis sorti à 1h du matin pour le chercher. Je ne l'ai pas trouvé. Donc, j'ai mis une alarme à 6h du matin pour aller le chercher. Je l'ai pas trouvé. Et puis, finalement, je suis allé le chercher à 11h et il m'attendait devant la porte. Voilà. Bref. Ça fait longtemps, ça fait déjà quelques mois que je le laisse plus sortir la nuit trop tard. Parce qu'il a un peu plus du temps et demi maintenant quand même. Bon. Hein? Oh. Hein? Ouais. Donc voilà. Ça me fait un peu chier. Mais bon, je veux pas l'empêcher de sortir, hein. Il sort tout le reste du temps, mais je veux pas qu'il me fasse des coups comme il m'a fait là. Léo, parce qu'il s'appelle Léo, qui me mène un peu la vie dure ces derniers temps, parce que là, si je bois dans une bouteille, c'est parce qu'il m'a pété mes 2 derniers verres, cet enculé. J'adore mon chat. Bref. Ah. Mais voilà, du coup, le chat, il revient dû ce matin. Et youpi. Et oui, donc, pour revenir à... Parce que j'ai dit que je faisais des petits trucs, là. Bon, les paramètres son, on se sait, hein, voilà. Sur la chaîne, ça pourrait presque être un running gag, mais j'ai modifié les trucs. Franchement, c'est mon dernier coup, là, je peux pas faire plus. J'ai downgrade un peu partout, tout. Voilà. Parce que j'ai longuement parlé avec une IA, donc ChatGPT, qui m'a dit « Mec, ton PC, il pue la merde !» Je fais « Effectivement, mon PC pue la merde, bien vu !» Et donc, c'est comme ça qu'on en a déduit qu'il fallait moins lui demander, sachant que je lui demandais déjà pas... Par rapport à quelqu'un qui a un bon PC avec tourelle, etc., évidemment, je demande pas grand-chose. Par rapport à... C'est même pas un PC portable que j'ai, c'est un Ultrabook, je crois. Donc, ça fonctionne très bien, c'est super bien pour la bureautique, c'est un PC qui va très vite, et qui peut faire un peu de tout, mais le seul truc qui fera vraiment bien, c'est de la bureautique. Voilà. Sur le côté, il est extrêmement léger, et il y a très peu de trucs dedans, ce qui fait qu'il est pas très efficace, quoi, hein, voilà. Mais il va s'allumer très vite, hein, vous appuyez sur la touche pour l'allumer, en genre, le temps de compter 2 secondes, il est allumé, quoi, donc c'est bien. Il est allumé et prêt à l'emploi et tout, hein, donc c'est super cool. Et il s'est affiché de la 2K, il fait des trucs comme ça, c'est bien, hein. Mais le problème, c'est que lancer un live, c'est un tout petit peu super demandeur en énergie. Donc c'est ouais, compliqué. Voilà. Donc, il sait pas tout faire. Voilà. Là, je ne sais pas pourquoi, je vois que j'ai un bien meilleur réseau que d'habitude, alors que c'est pas censé avoir impacté là-dessus, mais bon, tant pis. Donc, j'ai un peu downgrade. On est passé de 720p à 500, je sais plus combien p. Voilà. Bienvenue en quoi, 2006, hein, un truc comme ça, un peu avant même. Mais il est possible, peut-être, j'espère, qu'on ait plus de décalage son. Voilà. Là, tout est downgrade au max. J'ai augmenté le bitrate que j'avais tellement baissé que ça fout un peu le sbeul. J'ai changé plein de trucs sur conseil de l'IA et peut-être c'est possible. On a peut-être plus de problèmes de décalage son. Si on en a de nouveau, je pense que je vais remonter certains trucs parce que dans ce cas-là, c'est que mon PC n'est pas capable. Je peux pas mettre les paramètres en dessous de ce que j'ai fait là. Si j'ai toujours des décalages son, c'est que mon PC n'est pas capable de faire mieux que ça. Auquel cas, on aura toujours des décalages son, et ça me fait chier, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, faudra regarder de temps en temps, et si j'ai des décalages son, faudra abandonner, hein.
Pas les lives, bien sûr, mais faudra abandonner l'idée d'avoir un jour un son synchronisé avec mon beau faciès, voilà. Parce que la thune, c'est pas ça. Hein. Donc voilà. C'est ça l'idée. Mais du coup, il n'est pas impossible, espérons, que peut-être, sur un malentendu, on n'a plus de problème de réseau. Et ça, ce serait bien. Ce serait très très bien, quand même. Hop. Voilà, voilà. J'ai pas fait gaffe au niveau du son, du coup. Je vais mettre la tablette à moitié. À peu près. Tac. Là, comme ça. Est-ce que ça va? Au niveau du son. Mes cheveux dans les yeux, c'est très chiant. Alors. Bon, bah écoutez, ça m'a l'air d'aller. Par contre, on n'entend plus des masses la VOD, non? Enfin, la musique. Elle n'entend pas du tout, en fait. Elle est absente. Où es-tu? Pourquoi qu'on t'entend pas? Peut-être la musique s'est mise en... Enfin, je me comprends. Peut-être que ça passe à une autre musique et qu'il faut 2 secondes, quoi. C'est pas impossible. Ça a pas l'air d'être ça. Ah, je sais pas, moi. Bon, je vais mettre la musique, le son à fond, vous allez vous entendre, hein, mais bon. Bon, je vais mettre la musique, le son à fond. Ouais, non, c'est super chiant. Bon, je vais mettre le micro un peu plus loin. C'est quand même super chiant, on n'entend rien. On va devoir niquer un peu un paramètre son, mais c'est un pi. Tac. Est-ce que c'est pas un peu mieux, là? On va se mettre environ la moitié. Ouais, on se réentend un peu, mais franchement, c'est léger, hein. Bah ouais, non, tout est bien. Ouais. J'ai peur de niquer mes paramètres son, j'ai passé des plombs à le faire correctement, mais... Là, c'est mon écran qui fait des trucs. Ok, là on me réentend, je me demande si c'est pas un peu faible. Enfin, si c'est pas un peu fort du coup par rapport à moi. On va se mettre un peu en dessous. Voilà. On va pouvoir y aller. Si vous avez des remarques à faire sur le son, n'hésitez pas. J'ai le chat, je vous lis. Hein. Voilà. Bon, j'espère qu'on n'aura pas de décalage son. Voilà. Sinon, ça va être chiant. Ça devrait aller. Pour l'instant, j'ai l'impression que mon PC suit. Voilà. Je pourrais pas aller en dessous des paramètres que j'ai mis là, donc si ça marche pas, ça marchera pas. Genre jamais. Et il faudra renoncer à l'idée. Et ça veut dire que toutes mes VOD seront pour toujours décalées. Ça m'ennuie. Mais bon. Voilà, donc ça, c'était pour les paramètres du début. Maintenant, on a fini. Hop là. Bien. Bah oui, c'est bien, on est pareil là. Alors, effectivement, comme j'ai mis dans le titre... Non, je l'ai pas mis dans le titre. Non, je l'ai pas mis dans le titre. Eh bien, comme je ne l'ai pas mis dans le titre, effectivement, aujourd'hui, on va parler de méduses. Et oui. Vous pouviez ne pas le deviner en regardant le titre dans lequel il n'est pas écrit qu'on va parler de méduses. Voilà. Effectivement. Alors, ça je l'envoie. Comme d'habitude, j'envoie les notifs pour essayer de ramener des gens. Parce qu'on sait jamais. Hop. Et là, je pense avoir tout fait. Oui. Donc voilà. Aujourd'hui, on va parler de méduses parce que pour les non-habitués, et j'espère que vous êtes nombreux, parce qu'on n'est pas beaucoup, on parle de bébêtes bizarres ici et je me bats contre mes cheveux aussi beaucoup. Bref, donc ça. Et donc je parle de bébêtes bizarres en tout genre, des trucs peu connus, originaux, etc. Voilà. Ah oui, du coup là j'ai le son fort dans mes oreilles. Voilà. Donc on parle de bébêtes bizarres en tout genre, un peu chelou, et on voit tout ça.
on voit du coup un peu comment ça marche le monde vivant, parce qu'on a fort l'habitude de voir certains trucs comme des vaches ou des chiens, et on a beaucoup moins l'habitude de voir d'autres trucs comme les machins dont je vais vous parler aujourd'hui. Et c'est dommage, parce que c'est cool le monde vivant, c'est bien la variété, et moi je trouve ça stylé, ça m'intéresse. Donc, on va regarder ça ensemble. On a fait plus de 120, peut-être 130 espèces ici, espèces genre, on va dire des bébêtes chelous, mais je ne parle pas que d'animaux, je parle de plantes, d'espèces disparues, et de plein d'autres trucs, des champignons, des protistes, vous allez voir qu'on va en parler aujourd'hui, et d'autres trucs. J'ai pas d'études derrière moi, donc j'essaie d'en parler de façon à l'expliquer au mieux, mais c'est essentiellement moi qui lis des articles et qui parle avec mon chat. Voilà. Et ce que je peux expliquer, je l'explique. Et voilà. Et de plus en plus, je prépare, on va dire, c'est-à-dire que je cherche un peu des articles et je regarde un peu comment expliquer tout ça. Donc j'ai aujourd'hui une vague idée de comment je vais vous parler de tout ce truc. Tout ce gros sujet. Voilà. On va faire comme ça. Donc, vous serez pas paumés si vous y connaissez rien. Dans mon entourage, j'ai pas mal de gens qui me disent que j'explique bien. Voilà, écoutez, je vais pas vous présenter mon CV, mais du coup, on va dire que je le mets là, je pose ça là. Sachez qu'apparemment, je vulgarise bien. Et que je m'y connais pas beaucoup plus que vous. Voilà. Juste, je lis, je suis curieux, et à force de lire des trucs depuis genre que j'ai 6-8 ans, bah forcément, je commence à apprendre des choses. Voilà. Mais c'est tout, quoi. Je suis pas du tout... je ne m'y connais pas particulièrement, j'ai pas de diplôme, enfin si, j'ai mon diplôme secondaire, je suis belge, donc j'ai le premier diplôme de base. Je dis ça, mais il y a des gens qui l'ont pas, il y a pas de souci. Hein. Voilà, moi j'ai réussi à l'avoir, j'ai galéré d'ailleurs, mais j'ai pas su aller plus loin. On est là-dessus. Par contre, du coup, je suis curieux, je sais plein de trucs et je vulgarise bien. Donc, voilà, c'est ça quoi. Et donc aujourd'hui, on va parler de méduses, mais pas des méduses classiques, parce que, bah, comme j'ai dit, ici, c'est plutôt des bêtes bizarres. Et les méduses, bah, beaucoup de gens voient ce que c'est. Et moi, ce qui m'intéresse surtout dans le monde vivant, c'est quand les trucs fonctionnent pas comme on est habitué à ce qu'ils fonctionnent, ou qu'ils ont une tête différente de ce qu'on a l'habitude. J'ai encore trouvé une flopée de machins dont je vais parler dans les épisodes à venir, vous inquiétez pas. Voilà. Voilà. J'ai trouvé des poissons, j'ai trouvé des méduses, j'ai trouvé des reptiles, j'ai trouvé des trucs. C'est facile hein, de trouver des trucs. La variété du vivant, la seule limite qu'on a, c'est pas celle qui est concrète, c'est-à-dire celle du monde vivant, c'est celle de notre compréhension du monde vivant et de tout ce qui est répertorié. Mais vous inquiétez pas, je vais pas tomber à court tout de suite. Donc voilà, ça fait qu'on a encore le temps. Voilà. Et youpi. Bref, je pense qu'on va pouvoir y aller, mais comme d'habitude, on va d'abord lancer le générique. C'est magique! Clic! C'est magique! Clic! L'appareil photo sur moi qui peut compter pour voir et entendre un animal en danger! Zoom dans la grande forêt ou même dans la mer pour trouver l'animal, moi je sais quoi faire! Dis clic! C'est magique! Bonjour, je suis... Le chat de Spectre, le mec qui stream. Et ça, c'était le bébou qui m'a pété les couilles toute la nuit, en me maintenant éveillé. Méchant bébou. Donc, la méduse, la base de la base. Enfin, de ce soir, c'est pas la base pour tout le monde. C'est quoi une méduse? Bah, imaginez un tas de gelée qui flotte dans l'eau. Une méduse, c'est ça. Hop. Admirez comme elle est floue. Je peux pas faire mieux, hein, forcément. Voilà, donc ça, c'est une méduse. Les méduses ressemblent globalement à ça. Le machin, l'espèce de capuchon qu'il y a au-dessus, c'est on appelle ça une ombelle. Et c'est le voile qui fait que la méduse flotte. Voilà, c'est avec ça qu'elle... Vous voyez pas ce que je suis en train de faire, vous comprenez pas, mais allez voir les vidéos de méduses sur internet, vous comprendrez. Moi, j'ose pas trop parce que du coup, mes paramètres sont tellement down que je sais pas si mon PC va le supporter. Bref. Voilà, une méduse, ça fait... ça flotte comme ça dans l'eau. Et ça fait sa vie. Une vie pas forcément très bien remplie d'ailleurs. On a déjà parlé des méduses, mais aujourd'hui on va essayer de le faire un peu mieux. Une méduse, bah on va lire la page Wikipédia en fait. Pourquoi voilà. Tac. Une méduse, donc le terme méduse est un nom vernaculaire, un nom scientifique, il me semble. Non, c'est l'inverse. Ça commence super bien. Voilà, écoutez, je suis mort de fatigue, je peux pas tout faire. Un nom vernaculaire à l'inverse du nom latin, donc le nom scientifique.
c'est un nom classique. Un nom commun, c'est le nom que n'importe qui connaît vaguement. Voilà. Les méduses, vous les appelez pas des cnidaires, vous les appelez des méduses. Voilà. Et pourtant, en science, on dirait, ben non, rien à voir, c'est un cnidaire. Voilà. Donc, ça c'est l'idée générale. Un nom vernaculaire, c'est un nom commun. Typiquement, il y a plein de poissons qui ne sont pas des poissons, qu'on appelle des poissons, comme les requins. Les requins, c'est pas des poissons. Et non. Mais on dit que c'est des poissons parce que ça a des branchies, des nageoires et ça vit sous l'eau. Vas-y, c'est bon, c'est un poisson. Oui, mais non. Voilà. Et je l'ai déjà beaucoup expliqué sur la chaîne, mais soyez sûr que je vais le réexpliquer plusieurs fois. Pas ce soir parce que j'ai la flemme et parce qu'on parle pas de poissons ce soir. On va parler de méduses. D'ailleurs, remarquez que c'est complètement con parce que méduse, en anglais, on appelle ça jellyfish. Jelly pour gelée, j'imagine. J-E-2-L-Y. Et fish pour poisson. Vous trouvez que ça ressemble à un poisson? Parce que moi pas. Bref. Voilà, ça typiquement c'est un nom commun, un nom vernaculaire, c'est de la merde. Et pour que tout le monde s'y retrouve, parce que si à chaque fois on doit parler de trucs ultra précis, tout le monde s'en sort pas, évidemment. Tout le monde peut pas tout savoir. Dommage pour vous. Mais donc du coup, voilà, il faut trouver des terrains d'entente. Donc méduse, ça marche très bien. Et donc, voilà, ce soir on parle de méduse. Ça ressemble à ce que je vous montre là, hein, une espèce de tige avec un... Ça ressemble à une ombrelle. Pas confondre avec l'ombelle du coup, qui n'a rien à voir, mais bref, c'est pour ça que les gens se trompent. Imaginez un genre de parapluie qui se ferme et qui se rouvre sous l'eau pour se propulser dans l'eau. C'est l'idée. Sauf que c'est tout mou et que c'est potentiellement mortel. Oui, les méduses, elles sont pas toutes aussi sympathiques les unes que les autres, c'est joli, les méduses, mais il faut pas toucher. Même quand c'est mort, même quand c'est sur la plage, et on y reviendra d'ailleurs. On va y revenir assez vite. Les méduses, c'est super dangereux, potentiellement. Il y en a qui sont parfaitement inoffensives. Je prendrai pas le risque à votre place. On a déjà parlé de certaines méduses qui étaient, je dirais bien vénéneuses, mais le mot est faible, donc vraiment très dangereuses, et genre, elles vous piquent, vous êtes mort. Pas instantanément, vous avez juste aucune chance de vous en sortir parce que le temps que vous rejoigniez la côte, que vous demandiez à ce qu'on vous soigne, etc., c'est mort. D'autant que souvent, pas toutes, mais souvent, les méduses ont tendance à vous paralyser dans l'eau. Voilà. Et quelqu'un de paralysé dans l'eau, bah ça se noie assez vite. Et donc même si vous aviez quelqu'un qui pouvait instantanément vous soigner du poison, s'il voit pas que vous êtes en train de couler, bah il saura pas vous aider. Hein. Bref. Donc voilà, ça fait que les méduses, c'est compliqué, et les méduses, c'est des espèces de trucs tout mous, transparents. Vous les voyez pas forcément arriver. Voilà. Mais les méduses ne sont pas des méchants organismes, c'est des trucs tranquilles qui font leur vie chill, dans la flotte. Ils vous ont rien demandé. Et ils vous attaquent pas. Ça aussi, on va y revenir. Bref, donc, les méduses, en apparence, ces animaux, parce que ce sont des animaux, gélatineux, sont très frustres, j'ai pas la moindre idée de ce que ça veut dire. Ils sont dépourvus de squelette, de cerveau et de poumons. Y a pas grand chose dedans, hein. Nous, on sait déjà qu'on est beaucoup d'eau, les méduses, c'est encore plus d'eau pour encore moins de quoi que ce soit d'autre. Donc, il n'y a pas de squelette, il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de poumon. En réalité, leur structure est complexe. Du coup, vu qu'il n'y a rien dedans, on a du mal à se l'imaginer que c'est compliqué comme organisme, et croyez-moi, c'est compliqué. Et ils peuvent posséder des structures sensorielles très élaborées, comme des ocelles, rassemblés au sein des ropalies. J'ai pas la moindre idée de ce que je suis en train de dire. Les méduses sont généralement des prédatrices. Elles paralysent leur proie grâce à leur cnidocystes. C'est le mot qui est là, ça là. Voilà, ici. C'est le truc le plus chiant de la soirée. Essayez de le retenir, on sait jamais. Certaines appartenant à la classe des cubozoa, qui peuvent être mortelles pour l'homme. Alors il n'y a pas besoin d'être une cubozoa pour être mortelle pour l'homme, mais les cubozoa, les cubozoaires, c'est effectivement très très dangereux. Les méduses sont par ailleurs considérées, au vu des résultats récents de phylogénie moléculaire, comme un caractère propre à l'un des deux groupes de cnidaires, appelés en conséquence médusozoa, parce qu'elles zozotent, j'imagine. Alors, la phylogénie, on va refaire la bazounette. La phylogénie, j'ai parlé de noms latins et de noms communs tout à l'heure. Alors la phylogénie, c'est en rapport à la phylogénétique. Vous voyez les arbres généalogiques qu'on a nous pour savoir qui c'est le grand-parent de qui, le cousin, les frères, les sœurs, ça. Prenez ça, mais à l'échelle du vivant. Voilà. Une espèce, par exemple une espèce de chien très précise, une espèce de chat très précise. Mettons les sphinx, les chats, les sphinx qui ont juste de la peau et pas de poils là. Prenez ces trucs-là, ça c'est une espèce.
pour ce que j'en sais, c'est une espèce. Eh ben, vous pourriez remonter super loin dans le temps, il y a, je sais pas moi, 1000 ans, et vous trouveriez très certainement des ancêtres. Bon, 1000 ans, ça fait peu quand même, mais on pourrait imaginer que vous trouveriez les ancêtres à cette espèce spécifique de chat, dont descendrait le sphinx, on va dire. Pareil pour les chiens, hein. Fut un temps, les chiens, c'était pas des chiens, c'était des loups. Voilà, le loup gris, il me semble. Et aujourd'hui, ça donne le chihuahua. Voilà. Et ben, le chihuahua est un descendant relativement lointain du loup gris. Et oui. Ça, c'est de la phylogénie. C'est l'arbre... j'ai dit le truc pour l'arbre généalogique, voilà. L'arbre généalogique qu'on se fait chez nous les humains, mais sauf que ça marche pour le monde vivant dans son ensemble. Et on appelle ça de la phylogénie. Et les espèces, pour savoir qui est le descendant de qui, on leur donne des noms latins très compliqués, parce qu'on adore ça. Non, parce que c'est la façon de classer que la science a développée depuis ces quelques centaines des dernières années, et c'est aussi un moyen très pratique de leur donner des noms alors clair, mais vous forcément la plupart, enfin le latin est une langue morte, donc forcément pas clair pour celui qui la parle, mais celui qui la parle pas non. Mais aujourd'hui avec Internet c'est facile de trouver des explications. Voilà. Et donc pourquoi c'est intéressant que les espèces soient nommées en latin? Parce que on n'appelle pas les espèces Paul ou Jean-Jacques. Bah non, on leur donne des noms selon des caractéristiques qui leur sont propres. Voilà. Par exemple, un genre d'animal rouge, on va dire qu'il est rouge, et ce sera la classe des animaux rouges. Et voilà. Par exemple, nous faisons partie en tant qu'hommes du genre Homo. Homo c'est les hommes. Et parmi tous les hommes, tous ceux qui restent, à savoir que nous, il n'y a qu'une seule espèce qui reste, c'est les sapiens. Nous sommes des Homo sapiens. Voilà. Mais si vous preniez un chien, par exemple, un chien rouge, il s'appellerait Canis, parce que chien c'est Canis en latin, et puis rouge, et je sais pas comment on dit rouge en latin, parce que moi j'ai dormi pendant mes 2 premières années de latin, donc débrouillez-vous. Voilà. Mais vous voyez un peu l'idée. On donne des noms aux choses selon leurs caractéristiques, selon de qui elles descendent et selon les caractéristiques propres à leur anatomie. Voilà. Ça, c'est le nom latin, scientifique, précis, voilà. Et après, il y a le nom vernaculaire, le nom commun. Les requins qui ne sont pas des poissons, on va dire que c'est des poissons quand même, parce que c'est plus facile. Ou les méduses, dont on dit en anglais qu'elles sont des jellyfish, alors qu'en fait, c'est ni des jelly, ni des fish, elles sont pas engelées, et c'est pas des poissons, mais c'est pas grave. Voilà. Les méduses, donc, les chnysocystes, ça on a vu. Donc en termes de phylogénie moléculaire, voilà. La phylogénie moléculaire, pour lire la description, c'est l'utilisation de séquences de macromolécules biologiques pour obtenir des informations sur l'histoire évolutive des organismes vivants. Là, vous avez tout compris. Ou pas, heureusement je suis là. Donc la phylogénie moléculaire, ça veut dire que vous avez ce qu'on appelle l'ADN. L'ADN, qui est l'ensemble du plan... Attendez, je joue avec mes câbles sous les pattes là. C'est l'ensemble du plan de construction de votre corps. Vous naissez, votre ADN, c'est le plan de construction. C'est selon ça que les cellules de votre corps vont se dire comment est-ce qu'on s'organise pour créer le truc qu'on est censé créer. Imaginons un bébé. Comment on fait? On a vu dans l'épisode précédent, le live précédent, je mets les rediffs sur YouTube, ou alors c'était dans celui encore avant, je sais plus, vous trouverez facilement, que il y a... Je bouffe les poils de mon chat, super. Qu'il y a... J'ai oublié ce que j'allais dire. J'ai un TDAH. On va aussi expliquer ça. J'ai un TDAH, j'ai un trouble de l'attention. Voilà. Et donc moi, quand je fais des longues phrases, souvent, je me perds dedans. Donc, attendez-vous à ce que je retrouve le sujet dont j'étais en train de parler dans 2 minutes. Mais là, tout de suite, c'est mort. N'hésitez pas à me rappeler ce que je dis dans le chat. Voilà. Sachez qu'un TDAH, c'est très fatigant à vivre et que je le vis sans traitement. Parce que la psychiatrie, c'est pas ça. Donc... Parce que c'est seulement avec un psychiatre qu'on peut obtenir les médicaments dont j'ai besoin pour atténuer les effets, et malheureusement, les psychiatres en Belgique, ils sont occupés, quoi. Les méduses, donc, au vu des résultats récents de phylogénie moléculaire. Donc j'allais expliquer que la phylogénie moléculaire... Ah oui, l'ADN, voilà, c'est bon, je suis retombé dessus. Donc l'ADN, c'est un plan. Imaginez quelqu'un qui veut construire une maison. Il va avoir un plan. Vous savez, les plans ultra stéréotypés, clichés, là, les gros trucs en bleu avec des traits blancs dessus pour construire les maisons. Imaginez ça, sauf que c'est pas une maison, c'est votre corps.
et bah du coup, votre corps va s'organiser tout seul pour se créer et avoir cette forme-là à la fin. Non, pas la forme d'une maison du coup. Si tu suis bien, c'est la forme de ton corps que ça va créer. Et voilà. Sauf que donc dans l'ADN, il y a toute une série de molécules. C'est un ensemble de cellules. La cellule, c'est l'unité de base de toute matière organique. Vous êtes des êtres multicellulaires. Je sais plus, il y a plusieurs cellules, je me rappelle plus du terme exact. Il y a plein de cellules. Et après, il y a les êtres unicellulaires qui n'en ont qu'une seule. Nous, on en a plein. Mais genre plein. Vraiment plein. Et l'ADN est composé de plusieurs molécules, composé de plusieurs cellules, et ensemble, ça crée l'information, qui fait que votre corps va savoir comment s'organiser. Bref, via des études sur l'ADN, et sur qui c'est qui descend de quoi, parce que selon la base de l'évolution, celui qui survit transmet ses gènes, celui qui descend de celui qui a survécu a donc des gènes en commun, et ainsi de suite, et va transmettre des gènes en commun à ses descendants. C'est la raison pour laquelle les humains ressemblent à des humains, les gorilles ressemblent à des gorilles, et les poissons ressemblent à des poissons. Voilà. Évidemment, à force de changer, d'évoluer, le truc il ressemble plus du tout à rien, mais bon, là ça devient plus compliqué. C'est ce qui fait que les méduses ont la tronche qu'elles ont aujourd'hui. Mais du coup, en fouillant dans leur ADN, qui est littéralement l'encyclopédie de la construction de tous les corps de chaque individu depuis des générations jusqu'à leurs ancêtres très lointains, un genre d'encyclopédie sur les méduses, en fouillant dedans, on peut savoir de qui ça descend, une méduse. Pareil pour nous d'ailleurs. C'est comme ça qu'on sait qu'on a de l'ADN d'Australopithèque et de plein d'autres trucs dans l'ADN du coup. Ce qui signifie qu'il y a eu hybridisme, c'est-à-dire que nos ancêtres à nous ont couché avec des ancêtres un peu plus lointains, ou un peu plus avec leurs cousins, quoi. La vie dans son ensemble est relativement consanguine. Hein. Il y en a qui le sont juste à des degrés plus proches que d'autres, mais voilà. Les méduses, donc, on sait par des analyses de leur phylogénie moléculaire, de qui ça descend, comme un caractère propre à l'un des deux groupes de cnidaires, appelés en conséquence machin. Bref, on sait vaguement reconstituer leur famille. Cependant, l'origine évolutive exacte de la forme méduse est encore mal comprise, le génome de nombreuses espèces n'est pas encore séquencé. On sait globalement de quoi descendent la majorité des espèces et quel est le lien de cousinage entre elles, mais on ne sait pas vraiment ce qui fait fondamentalement une méduse. Qu'est-ce qui fait... Comment les organismes évoluent pour arriver à cette forme-là? C'est beau. C'est pas encore trop. Il n'y a pas assez d'informations dessus. Alors, c'est là que ça devient intéressant. Oui, parce que là, on va être honnête, on s'ennuie un petit peu. Hein. Dans le cycle de vie de certains groupes de cnidaires, parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur les méduses, elles font pas grand-chose de leur vie, hein. Elles flottent comme ça, et quand elles se font pas manger par des méduses, elles se font tuer par la pollution. Ou alors, elles font leur vie et elles mangent des trucs. Parce que oui, les méduses, ça mange des trucs, pas toujours de la même manière. Donc dans le cycle de vie de certains groupes de cnidaires, c'est les méduses, la forme méduse peut alterner avec sa phase polype, également sessile et benthique. Alors sessile, c'est qui se fixe à des parois, mettons un rocher, et benthique, c'est qui vit fort profond sous l'eau, je crois. Benthique. Les espèces pélagiques, démersales bateau, démersobenthiques, etc. Benthique, c'est tout au fond du fond de l'océan. Je sais pas si c'est au niveau des abysses, mais c'est profond, quoi. Vivant sur le fond des mers et des océans, des lacs et des cours d'eau. Donc ça peut vivre vraiment sur le fond du fond du fond. Mais d'autres vivent également uniquement à l'état de méduse. J'ai parlé de polype il y a 30 secondes, je vais y revenir. La forme libre est assimilée aux zooplanctons, car si les contractions musculaires assurent la propulsion, leurs mouvements natatoires lents font que les méduses se laissent généralement entraîner par les courants. Bon, en gros, elles bougent avec leurs tentacules pour pour se propulser dans l'eau, mais généralement, elles se laissent porter par le courant. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire en le simplifiant, parce qu'évidemment, tout organisme est super compliqué et vaut la peine qu'on prenne des heures pour parler de ça. C'est littéralement la raison de l'existence de ma chaîne, mais là, on n'a pas 18 ans, donc on va essayer d'y aller un peu plus droit au but. Bref, vous avez vu globalement ce qu'est une méduse, ok? On a parlé donc de ce qu'est un polype. Le polype, c'est pas l'attraction de la foire à Liège, si aussi, mais c'est la forme bébé d'une méduse. Une méduse, à la base, vous savez que je retrouve une image un peu correcte. Non, ça on s'en fout aussi, ça c'est une image toute nulle. Là, voilà, on va parler donc de comment ça se reproduit une méduse, avec cette image-là.
qui est sûrement très flou chez vous, je vais vous l'expliquer. Tout en haut à gauche, vous avez la méduse complète, c'est écrit méduse adulte. En dessous, vous avez le matériel génétique d'une méduse qui va se développer et créer ce qu'on appelle un polype. Imaginez une usine à méduses. Nous sommes des usines à humains, dans le sens, ce n'est pas mon cas, mais c'est le cas d'une femme, qui va avoir la possibilité de se reproduire en faisant grandir en son sein un bébé. Les méduses, elles en ont rien à foutre. C'est bon, hein, on va larguer le truc et puis il va se démerder tout seul. Donc chez nous, on est les usines. Les méduses, elles crachent l'usine et l'usine se fixe quelque part par terre. Oh, le son est fort dans mes oreilles. J'ai peur de l'avoir mis un peu fort chez vous, du coup, parce que j'ai l'impression qu'il arrête pas de monter et de redescendre. Je ne sais pas si c'est pas un peu vénère chez vous, du coup. J'ai pas regardé Chatty. Voilà. Allez. Hop. Alors, du coup, le son. Ah ouais, ça va vraiment fort, effectivement. Hein. Ah, désolé la VOD, hein. Aya. Bon, donc j'avais raison finalement, c'était mieux de le mettre comme j'avais mis. Le sang, il paraissait faible, mais en fait non. Un petit paramètre son, petit point son. Ça m'a l'air ok. Il m'a l'air de galérer à suivre le PC, mais il n'y a pas trop de décalage. Écoutez, on verra bien. Merde, je vois que sur la scène, vous avez le... Ouais, il y a Senzo qui empiète. Bon, bah tant qu'on y est, hein, écoute. Où est-ce que je vous mets? Transformer... Non. Ouais. Bon, je sais que le sapin est pas complet. Merde, voilà. Non, c'est pas ça que je veux bouger, pitié. Pitié. Non, c'est toujours pas ça que je veux bouger. Voilà. Hop. Mais t'es un peu bas, là. Oh. Bon, m'a l'air mieux. Revenons à nos moutons. Ok. Donc, je disais des mots. La méduse, donc, ça crache l'usine qui va recréer des méduses. C'est un petit peu comme si les femmes pouvaient éjecter leur utérus. C'est très étrange, n'imaginez pas ça, mais... Bref. Ouais, ça crée des usines qui sont des organismes vivants, hein, et ils vont se développer à leur tour, et ils vont... Oui, je crois que c'est ça que je crois que ça s'appelle bourgeonner, c'est-à-dire qu'en gros, ils vont créer des petits. Des petits, mais pas des petits de leur forme à eux de polypes, ça va créer des bébés méduses, et ça va créer donc le strobile, et vous voyez à la fin que l'espèce de... Je sais pas comment qualifier ce truc, hein, voilà. Les trucs s'empilent les uns sur les autres, et à la fin, en se développant, la méduse, elle est relâchée hors de la chaussette, là, hein, le polype, on va dire que c'est une chaussette, et c'est relâché, et elle fait sa vie. Elle se développe, elle devient un éphirune, une jeune méduse, elle grandit, elle développe des tentacules, etc., et elle devient une méduse adulte qui va, à son tour, éjecter son utérus. Bref, donc, ça, c'est la méduse. C'est comment ça se reproduit. Et du coup, c'est fort zoomé, là. Hop. Alors, comment ils le disent eux? Ça, on s'en fout. Ça, je m'en fous aussi. Ça, je m'en fous aussi. Et ça aussi. C'est super. Donc ça, c'est comment ça se passe en général. Oui, mais... Enfin, non, là pour le coup, on est le 14 décembre. Mais c'est pas grave. Oui, mais, donc, il y a une astuce. Toutes les méduses ne fonctionnent pas pareil, parce que le monde vivant, c'est essentiellement des exceptions. Plus que des règles en elles-mêmes, et donc c'est ça qui le rend trop stylé. Et donc il existe une méduse qui a décidé qu'elle fonctionnerait pas comme je viens de vous décrire, à savoir faire flop-flop au milieu de l'océan et manger ce qui traîne. Non, elle a pas envie, cette méduse-là. Elle a décidé qu'elle était différente. De qui je parle? De toi. De Cassiopeia Xamacana, qui est
qui n'a pas son nom complet ici, parce que je vais me faire chier, je pense. Où es-tu? Alors oui, mais ici, le site n'est pas à jour. Il manque des espèces. C'est pas très grave, ça va nous donner des bases, et j'ai un autre site après dont je sais qu'il parle de Xamacana. Pourquoi je dis Cassiopeia Xamacana? Donc Cassiopeia, c'est du latin, c'est le genre. Et Xamacana, c'est l'espèce. Homo, genre, sapiens, espèce. Voilà. Alors il y a donc dans le genre Cassiopeia, donc les hommes des méduses finalement, il y a les discoméduses qui sont pas issues des années 60. La Cassiopeia, donc comme ils m'ont appelé, méduse inversée, et vous voyez peut-être pourquoi. Là. Waouh, quelle belle photo. Pitié. Non, il veut pas. Eh ben, vous ne verrez pas à quoi ça ressemble. Non, je déconne, vous le verrez après, j'ai d'autres photos, mais du coup, ça me fait chier, j'aurais bien voulu que vous le voyez là. Oui, ça, alors si ça marche, pour le coup, c'est pas mal, ça. Oui, ouais. Ok, voici... Bon, ça, celle-là, c'est Xamacana. Cassiopeia Xamacana, qu'est-ce que c'est... Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben donc, c'est une méduse. Si, je jure. Et ça ressemble pas à une méduse, hein. Qu'est-ce que c'est, les trucs oranges? Pourquoi on dirait une espèce de membrane chelou en dessous? Et pourquoi les tentacules ils sont vers le haut? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi ça ressemble à rien? Eh ben, ça ressemble à rien parce que ça marche pas comme les méduses habituelles. Donc on appelle ça une méduse inversée ou parapluie. C'est un genre de méduse appartenant à la famille des Cassiopeidae. Voilà, celle-là. L'ordre des rhizotes... Bref, c'est les méduses. Elles peuvent être retrouvées dans les zones côtières chaudes du monde entier, y compris dans les mangroves. Alors, les mangroves, c'est des marécages. Vous voyez les zones typiques où on voit les crocodiles, là? C'est de la mangrove. Voilà. Je peux vous montrer une photo, si vous voulez. C'est assez facile à trouver. Voilà, mangrove. Je vais juste... parce que Internet, et que je ne sais pas. Donc, je sais pas sur quoi je vais tomber. Donc, dans le doute, je vous laisse patienter avec mon magnifique faciès. Le temps de trouver une image bien. J'en trouve plein qui sont bien, donc c'est bien, c'est pratique. Il faut juste être sûr de trouver des images qui sont OK. Oui, et c'est assez pas mal aussi. Voilà. Ah oui, sauf que du coup, c'est Force Zone aussi. Tac. Oui, c'est bien. OK, alors je vous ramène... Voilà donc la mangrove. La mangrove, c'est un environnement. Et ici, vous voyez donc que c'est bourré de flotte avec des tas d'arbres avec des racines super longues qui font un peu leur vie. Et parfois, vous avez tout un tas de trucs dedans, des salamandres, des crocodiles et tout un tas d'autres machins. Des piranhas aussi, je crois. Bref, on pourrait croire que c'est chaud, mais pas forcément. Mais je conseillerais pas d'y aller comme ça tout seul non plus. Voilà. Ça, c'est pour les mangroves. Hop. Et donc, ça vit dans les mangroves. Mais pas que. C'est bizarre, parce que rappelez-vous la méduse que je vous ai montrée au début. Là, ça a l'air de se balader en plein milieu du rien. Dans l'eau, dans l'océan, pas dans les mangroves. Donc c'est très bizarre. Hein, les mangroves, ça peut être des grands espaces, mais c'est aussi souvent des espèces de petites îles. Comme ça, en plein milieu de l'océan. Mais du coup, c'est plus dans l'océan, ça a tout un écosystème, il y a un sol en dessous. Voilà. Donc c'est toujours... c'est un mélange de terre et d'eau, quoi. Donc c'est un peu un compromis entre l'océan et le pas-océan. Mais on le trouve du coup plutôt dans les zones chaudes, là où les méduses en général on les retrouve un peu partout, y compris dans les zones froides. Les méduses de ce genre ont un parapluie lisse et rond recouvrant une série de tentacules. La taille peut atteindre 24 cm, le nombre de tentacules, bras buccaux, canaux sensoriels et vêtements varie selon 9 espèces. Alors je sais pas ce que c'est les vêtements, mais bon, imaginez que c'est un genre de je sais pas, de mucus qui les recouvre, je sais pas ce qu'ils veulent dire par vêtements. Dans les tissus, on peut trouver des endosymbiontes. Photosynthétique. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu, et vous êtes, je suis certain que vous l'avez pas vu, ma vidéo, ma VOD sur c'est quoi une plante, et qu'est-ce que c'est pas une plante, et qu'est-ce qui n'est pas une plante,
Pour ceux qui l'auraient pas vu, donc, sachez que la photosynthèse, aussi dingue que ça puisse paraître, parce que je l'ai appris il y a pas longtemps du coup, il y a quelques mois, la photosynthèse, c'est pas propre aux plantes. Ben non. Et oui, je sais, c'est bizarre, quand on vous dit plante, la première chose à laquelle vous pensez, c'est des feuilles vertes et de la photosynthèse, mais non. Qu'est-ce que la photosynthèse? La photosynthèse, c'est quand les arbres, les plantes en général, pas toutes, mais la plupart des plantes, créent leur propre énergie à partir de ce qu'elles captent de l'énergie du soleil. Et elles se font à manger comme ça. Chose que nous, on peut pas faire. C'est comme ça qu'on appelle les autotrophes, les plantes qui peuvent créer leur propre nourriture sans avoir à la manger ailleurs, et les hétérotrophes, ceux qui peuvent pas. On est des hétérotrophes. Faut qu'on mange des trucs, des épinards ou de la viande, ça vaut de choisir. Personnellement, je préfère les plantes, mais voilà. Sachez que nous sommes des hétérotrophes, on produit pas notre propre nourriture tout seul, pas de bol. Et la méduse non plus. Normalement. Et c'est là que ça devient très stylé. C'est quoi un endosymbiote? Le truc là, ce machin là, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est, pour faire court, je vais pas spécialement parler de l'endosymbionte en général, je vais plutôt parler d'un animal, c'est pas un animal, un organisme très spécifique qui fait partie des endosymbiontes. Mais en gros, c'est un organisme qui vit sous la peau de la méduse et qui peut faire des trucs. Voilà. Et parfois ça pue, et parfois c'est bien. Et là, pour le coup, c'est vraiment très 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 bien. Vous allez voir pourquoi. Tac. Est-ce qu'on n'a pas fait un peu le tour ici de ce qu'il y avait à dire globalement Voilà. Et donc, les méduses Cassiopeidae sont des méduses qui vivent inversées. C'est-à-dire que normalement, vous voyez la méduse, tac, l'ombelle, tac, les tentacules, là, comme ça. Regardez comme je le fais bien. Et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire... Je vais trouver là. Ici, vous voyez, imaginez la méduse inversée qui sera en train de nager, non pas vers le haut dans l'océan, mais vers le bas contre le sol. Et ben, ça donne ça, comme je vous l'ai montré. On dirait que la méduse, elle est en train de se scrotcher contre le sol et d'aller plus loin vers le sol, mais sauf qu'elle peut pas. En fait, c'est une méduse qui vit avec, qui se fixe au sol par effet ventouse. C'est-à-dire qu'elle va splotcher son ombelle, donc le haut de sa tête, si vous voulez, contre une paroi, et s'y fixer. C'est bizarre. La méduse, elle se fixe sur une paroi, et elle reste là. Voilà. Elle est posée à l'envers sur le fond. Et elle se fixe, c'est pas juste qu'elle est posée. On la trouve, Cassiopeia xanacana, l'espèce dont je parle, on la trouve généralement dans les mangroves. Les mangroves, souvent, même si c'est un peu profond, c'est pas 45 mètres de profondeur, il me semble, ce qui fait que c'est relativement proche de la lumière du soleil. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? T'as dit que c'était une méduse, pas une plante. Oui, mais j'ai dit qu'il y avait des trucs dedans, dans sa peau, qui font que c'est spécial. Ça, ce qu'on appelle... Je vais retrouver le site qui dit que c'est quoi, là, parce que sinon ça va être compliqué. Je vais trouver, hein. Il me faut juste 2 secondes. Description. Espèces ressemblantes, alimentation. Ah, voilà. Ça, ce qu'on appelle des zooxanthelles. Et là, je peux vous répondre sur c'est quoi un zooxanthelle. Ou une zooxanthelle, je sais pas. Oui, si, je sais, mais ça, je sais. Bref, vous m'avez compris. Donc, les zooxanthelles. C'est ça. Les zooxanthelles, c'est des algues. Rappelez-vous ce que j'ai dit sur les plantes. Attention. Non, c'est pas une plante. Perdu, c'est pas une plante. Les algues ne sont pas toutes des plantes, en fait, il n'y a qu'un type d'algue qui est effectivement une plante, et tout le reste, c'est pas des plantes. Et pourtant, les algues, ça fait de la photosynthèse. Et oui, parce que le zooxanthelle est un protiste. Un organisme unicellulaire, il n'existe pas, à ma connaissance et à la connaissance d'internet, de plantes qui soient unicellulaires, faites d'une seule cellule. Donc on parle ici d'organismes qui sont pas des plantes, qui sont des algues et qui font de la photosynthèse. C'est des plantes, mais c'est pas des plantes, en gros. Et ce sont des algues dites symbiotiques. Qu'est-ce que la symbiose? Vous voyez Pokémon, Ramolos et... comment il s'appelle? La sous-évolution de Crustabri. Je sais plus. Bref,
le coquillage qui mord la queue de Ramolos et qui le fait évoluer en Flagados, et ben ça c'est de la symbiose, c'est-à-dire un organisme qui s'infiltre, pas forcément dans votre corps, mais disons, vous devenez, en évoluant, dépendant d'un organisme, et cet organisme devient dépendant de vous, pour plein de raisons. Dans votre ventre, enfin dans vos intestins, etc., vous avez ce qu'on appelle la flore intestinale. C'est quoi ? Eh ben, c'est toute une série de bactéries qui va vous aider à digérer des trucs. Concrètement, ils vous aident à rien, ils mangent dans votre ventre. Mais ça vous permet de digérer pas mal de trucs. Hein, voilà. C'est comme si vous étiez plein à digérer dans votre propre ventre, plutôt que vous tout seul. Et croyez-moi, c'est très utile, parce que sans ça, on pourrait pas digérer grand-chose. On pourrait évidemment digérer quelques trucs, mais on pourrait difficilement digérer tout ce qui est lait, chocolat, etc. Et vous avez pas envie de dire adieu à votre cacao. Donc, merci la flore intestinale. Voilà, la flore intestinale, c'est tout un tas de bactéries, d'organismes qui se développent dans votre corps et qui font leur vie, tranquillou. Et alors, il y a des bactéries qui posent problème, c'est ce qui vous fait tomber malade, mais celles-là, elles sont sympas, elles vous emmerdent pas, elles font juste leur vie dans votre corps, quoi, c'est tout. Les zooxanthelles, c'est la même idée, sauf que ici, donc les zooxanthelles, elles se fixent à plein d'endroits différents, elles font de la photosynthèse et elles sont youpi. Voilà, elles sont youpi, sauf que c'est un peu compliqué, quand même, la vie d'une zooxanthelle, de devoir se fixer quelque part et de produire de la photosynthèse. Dans l'océan ou des trucs comme ça, ce truc fait quelques micromètres de diamètre. Qu'est-ce qu'un micromètre ? Je crois que c'est 1000 fois plus petit qu'un centimètre, c'est sûrement encore plus petit que ça. C'est vraiment tout petit. Alors, comment qu'on fait ? Eh ben, on se trouve des petits potes, avec qui on va rentrer en symbiose. Et c'est la raison pour laquelle la méduse dont je parle depuis le début s'alimente essentiellement des productions de ces zooxanthelles symbiotiques qu'elle prend soin d'exposer à la lumière. En gros, la méduse est incrustée, si vous voulez, de zooxanthelles, les algues qui produisent qui font de la photosynthèse et qui donc produisent de l'énergie. Les méduses ont généralement des bouches. Au moins, ils en ont une en général. Vous la voyez pas, c'est planqué sous l'ombelle, mais normalement, une méduse, c'est un peu compliqué à définir. Imaginez donc les tentacules reliés à un genre de tronc, avec un trou dedans, imaginez une gorge, et dessus, le capuchon ou le parapluie. Le trou dans le tronc, c'est c'est pas vraiment si, on va dire que c'est la bouche, quoi. Et donc, bizarre. Déjà, c'est bizarre. Cette méduse, bon, ça c'est pour les informations que j'ai trouvées, n'en a apparemment pas. Et en même temps, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Pourquoi est-ce qu'elle aurait une bouche ? Elle a littéralement une usine qui produit sa nourriture à sa place. Pas besoin de chercher à manger, de manger du plancton ou des trucs comme ça, j'imagine. Il n'y a pas besoin. Elle s'en fout. Puisqu'elle a, du coup, ses propres ouvrières, rien que pour elle. Elle a les zooxanthelles, des algues qui sont fixées sur ses tentacules qu'elle fait évidemment attention de bien mettre vers le haut et pas vers le bas, parce que sinon vers le bas il y a l'ombre de l'ombelle, du coup on voit rien, et du coup les algues peuvent pas faire de la photosynthèse. Avec ce système-là, en se mettant vers le bas, en se planquant sur le sol, déjà on est moins susceptible de se faire manger, parce qu'on est moins visible. En plus, on a notre usine à bouffe, et on n'a pas besoin de flotter, de sortir, de se faire repérer, de prendre des risques. On a directement les zooxanthelles qui vont faire la photosynthèse à notre place, créer des ressources, et les ressources, après, on tape dedans. Hein, vas-y, quand même. Fais tourner, quoi, parce que sinon... Et c'est comme ça que la méduse n'a pas vraiment besoin de se nourrir autrement que comme ça. Et donc, contrairement à une méduse qui généralement s'emmerde à faire flap-flap dans l'océan, à voltiger un peu partout, elle se fixe quelque part et elle fout rien. Et c'est un mode de vie auquel j'aspire. Je sais pas vous, hein, mais moi oui. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça marche. Donc ça, c'est un premier truc qui est très bizarre sur cette méduse. La plupart des méduses partent à la chasse. Celle-là, non. Et en plus, elle reste fixée sur le sol. Ok. C'est assez différent de ce qu'on trouve d'habitude. Et ça, c'est grâce aux zooxanthelles, qui fournissent donc des sucres à leur hôte, principalement des coraux, mais pas seulement, du coup, ce qui leur permet d'exister dans les eaux pauvres en éléments nutritifs et les récifs coraux. Quand il n'y a pas de bouffe, il y a la zooxanthelle, et la zooxanthelle, elle te produit ta bouffe. Et c'est comme ça que plein d'organismes vont bénéficier des zooxanthelles et se développer avec. De la même manière que nous, on a la flore intestinale qui nous permet de digérer, sauf que dans leur cas, ça leur permet de produire leur nourriture et pas de la digérer. Mais bref, vous voyez où je veux en venir. Déjà, ça c'est bizarre, mais c'est pas tout. C'est qui pas tout ? Je sais pas.
c'est pas tout, il y a d'autres trucs, et je sais pas si je l'ai sur ces sites-là, sinon il faudra que je le cherche ailleurs, j'ai oublié d'aller chercher. Je veux savoir pour la reproduction de cette espèce, parce que rappelez-vous le truc du polype là? Ouais, ça marche pas ici en fait. Là. Bon, je vais vous lire le pavé qui est là. On sait jamais. Mais il y a quelque chose de très intéressant à dire là-dessus. Donc, les populations de Cassiopeia xamacana peuvent être très denses localement. C'est-à-dire qu'il y en a plein, mais à un seul endroit. Les populations ne sont pas réparties un peu partout de façon un peu éclatée. Elles sont toutes au même endroit. Pas toutes au même endroit, mais quand il y en a beaucoup sur une petite zone, en gros. Donc elles tapissent le sol de la mangrove. Si des conditions de biotope favorables sont réunies suite à un intense phénomène de multiplication asexuée de la phase polype, un scientifique décrit ainsi un marigot littoral à la Jamaïque fréquenté par les crocodiles, on y revient, et littéralement tapissé de méduses, alors que toutes les brindilles, racines aériennes et branches immergées étaient rendues gluantes par une épaisse couche de mucus de méduse, on va dire. Voilà. Et c'est pas vraiment du mucus, mais c'est des espèces de polypes, de méduses, donc des espèces d'usines à méduses qui s'étaient collées les unes aux autres, et ça colle aux racines du coup des arbres. Voilà. Donc ça, c'est pour le fonctionnement qu'on connaît. Oui, mais il y a des exceptions. Les méduses sont probablement hermaphrodites, elles passent d'abord par une phase femelle, bien que ça ne soit pas confirmé. M'en fous. Ça, il faudra qu'on y revienne aussi, c'est intéressant. Ok, mais ça m'aide pas. Retournons voir ce que dit ChatGPT, du coup. Et on va fouiller ce qu'il a dit un peu. Voilà. Alors, si je cherche comme ça déjà arrive, hein. Ça, il n'y a que de l'anglais. L'habitat, la description physique, le développement. J'ai trouvé le site que je cherchais, mais je suis pas sûr.
C'est plus compliqué que ce que je croyais, mais je vais trouver. Hein. Faut taper les bons mots-clés, quoi. Attendez, on va retourner sur Doris. Il semblerait qu'il y ait eu des informations que j'ai loupées. Non. Là. Origine des noms, vie associée, classification. Non, reproduction. Ah voilà. Putain, c'est j'ai trouvé. Il fallait lire. Je rappelle que j'ai un TDAH et bon. C'est compliqué de porter son attention sur tout en même temps. Donc, je reviens sur ce que je disais, les polypes. Les méduses crachent les usines à méduses, donc les trucs qui vont leur permettre de se reproduire, qui vont se fixer quelque part et commencer à produire des méduses qui vont à leur tour faire leur vie, cracher les usines à méduses que sont les polypes, et ainsi de suite, et ça fait des cycles. Oui, mais cette méduse-là, elle peut, dans des conditions spécifiques, se reproduire autrement, c'est-à-dire qu'elle va bourgeonner depuis l'ombelle. Je dis bien ombelle et pas ombrelle comme ils ont écrit parce que c'est pas le bon terme. Mais il s'agit bien de l'ombelle. C'est peut-être un coup du correcteur orthographique, allez savoir. Mais je sais que le site Doris est assez bien foutu, donc je pense que c'est une faute de frappe. Les méduses sont probablement hermaphrodites, je m'étais arrêté là, mais il fallait lire les quatre lignes qu'il y avait après. Elles passent d'abord par une phase femelle, mais c'est pas sûr, pas confirmé, on n'est pas sûr que ce sont toutes d'abord des femelles avant d'être des mâles. Lorsqu'elles sont rassemblées ainsi en population dense et toutes juste recouvertes d'eau de mer, l'eau est saturée de gamètes mâles. Il y a vous savez quoi, de méduses partout, et compliqué. Et la fécondation se fait directement dans l'ombelle. C'est tellement dur de pas faire de blagues de cul là. Je suis désolé, hein, mais... Bref, les larves ciliées, donc elles ont des cils qui leur permettent de se déplacer. Hein, les cils, comme chez nous, les cils des yeux, hein, c'est des poils qui permettent à plein d'organismes tout petits de se développer et de se déplacer dans leur environnement. Donc les créatures ciliées, les larves ciliées, se déplacent activement sans leurs tentacules, puisqu'ils ne sont pas encore développés, avec leurs cils, comme ça. Un peu comme les crevettes, là. Là, c'est pareil. Et donc elles se déplacent activement pendant 2 à 3 jours en s'abritant sous des feuilles ou encore des fragments d'écorce, puis elles prennent une forme allongée en forme de 4 poches, et forment 4 poches gastriques. Ce sont alors de vrais petits sciphistomes qui se fixent au substrat, développant de longs tentacules très fins, se nourrissant activement en capturant de petits crustacés. Parce qu'ils n'ont pas encore les zooxanthelles qu'il faut.
À leur tour, chaque petit, parce que les skis machin là, c'est ça, c'est les petits de méduses, peuvent à leur tour produire 3 pseudo-larves simultanément par bourgeonnement de la paroi du corps. Ces pseudo-larves sont ciliées, toujours avec les patounes, et ressemblent tout à fait à des planulas. J'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Voilà. Bref, en gros, dans des conditions spécifiques, et ils le disent pas, mais sous stress, donc stress c'est s'ils se font attaquer ou si leur santé est compromise, disons, elles vont skipper totalement la phase polype. Rien à foutre de la phase polype. On va pas cracher l'usine, on va être l'usine du coup et bourgeonner depuis l'ombelle. Donc l'espèce de voile là va se mettre à bourgeonner. C'est comme s'il y avait des mini bébés méduses qui allaient éclore à partir de l'ombelle. C'est très spécial quand même. Et après elles partent, elles font leur vie et puis voilà. C'est possible. Et c'est pas du tout normal chez les méduses. Hein. Normalement, non, c'est très très rare. Voilà. Et je trouve ça fou. Voilà, je trouve ça trop cool. Donc voilà, sachez qu'il est parfaitement possible pour certaines méduses, rares, dans des cas compliqués, de pas se reproduire via un polype. Et je trouve ça trop stylé. Déjà c'est un bordel d'apprendre comment ça marche la reproduction chez les méduses avec le polype. Et maintenant que vous savez, oubliez-le, ça marche pas. Enfin si, gardez-le en tête s'il vous plaît, ça marche très bien, mais parfois, mieux vaut être un peu plus direct. Voilà. Parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on va crever ou des trucs comme ça. Donc, on bourgeonne, les gènes sont transmis, on survit, l'évolution, tout ça. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait revenir à un truc, les trucs qui sont ici, vie associée. Les tissus de la Cassiopée adulte abritent les algues unicellulaires photosynthétiques. Donc je rappelle que ça leur permet du coup de créer de l'énergie, tout ça. Autre particularité des méduses, malgré son apparence placide, je sais pas ce que ça veut dire, mais on va dire globalement calme et pas super agressif quoi, cette méduse n'est pas sans défense. Mais comment ça marche une méduse pour se défendre? Ça va redevenir un petit peu compliqué, mais vous inquiétez pas, je saurai l'expliquer ça. Et là, j'ai les sites. Alors, une méduse, c'est des tentacules. Jusque-là, je vous perds pas. Oui, mais c'est quoi les tentacules d'une méduse? C'est donc cette espèce de tiges qui sont super bien équipées. Il y en a qui servent à manger, il y en a d'autres qui servent à nager, et encore qui servent à défendre. Défendre comment? Regardez bien les capsules vertes. Si vous les voyez, j'espère que vous les voyez, sinon c'est con. En tout cas, j'ai bien mis la bonne source. Voilà. Des capsules vertes avec donc le truc tout en haut qui s'appelle cnidoblaste. C'est des capsules urticantes, comme le dit Wikipédia. Pour le dire plus simplement, c'est des capsules de poison. Voilà. Souvent, pas toujours, chez les méduses, c'est souvent du poison, mais il n'y a pas toujours du poison dedans. Voilà. Alors, concrètement, de quoi on va parler? Hop. On va parler de cnidocystes, de cnidocytes, et de je sais plus quoi. De nématocystes. Bon, ça a l'air chiant, mais rassurez-vous, ça va aller vite, c'est facile. Le cnidocyste, rien à voir avec le cnidocyte. Non, c'est pas une blague, il y a qu'une seule lettre de différence, et on pourrait croire que c'est un S muet, mais il est pas muet. Le cnidocyte, c'est ça, le cnidocyte, c'est le gros paquet cadeau qui englobe dans le tentacule la cellule, enfin le cocon de poison qui va vous être envoyé dans le pif. Le cnidocyste, c'est la capsule en elle-même. Plus exactement, c'est le harpon, si vous voulez. Vous avez un flingue avec un harpon, vous appuyez sur la détente et ça envoie le harpon. Voilà. Ça, c'est le cnidocyste. La corde du harpon, si vous voulez, c'est le nématocyste. Et le harpon, il est empoisonné. Pas de bol. Mais comment ça marche? Donc quand on dit qu'on se fait attaquer par une méduse, on dit pas, parce qu'il y a plein de gens qui le disent mais à tort, on dit pas qu'on s'est fait brûler, on parle pas de brûlure de méduse, comme dans Bob l'éponge, sale menteur. On parle pas de brûlure de méduse, on parle de piqûre, parce que la méduse vous a littéralement piqué. Et oui, c'est-à-dire qu'elle vous a enfoncé une aiguille dans le corps. Une toute petite aiguille de quelques micromètres. Rassurez-vous, vous le sentirez pas dans la plupart des cas, sauf si il y a des cellules urticantes dans le tentacule. C'est pas le cas ici, on y revient.
Où es-tu? Là. Elle ne possède pas de tentacules urticants. Ça veut dire qu'elle vous piquera pas si vous la touchez. Jusque-là, ça a l'air sympathique. Mais, en fait, c'est pire. La méduse, quand elle vous pique pas parce que vous l'emmerdez. Genre, une abeille, vous lui cassez les... Voilà, elle va venir vous trouver et elle va vous piquer le derche. Mais la méduse, elle marche pas comme ça. La méduse, elle fait sa vie. Elle contrôle pas ses tentacules. Enfin, si, elle contrôle, elle sait nager, quoi. Mais elle contrôle pas ses nématocystes, ses cnidocystes et ses cnidocyteux. Elle contrôle pas tout ça. C'est-à-dire, si vous la touchez, ça pique. C'est tout. Il y a rien de plus simple que ça. Si vous touchez, c'est piqué. C'est fini. Et il y a rien de plus à dire. C'est automatique. Elle n'a aucun contrôle là-dessus. Ce qui fait que les méduses qui sont échouées sur la plage, il faut pas les toucher. Jamais. Parce que, oui, la méduse est probablement morte, mais les cnidocytes, non. Voilà, parce que ce sont des réactions mécaniques et chimiques. C'est pas du tout la méduse qui décide. Voilà, c'est pas l'abeille qui va vous repérer, vous tracer, vous suivre et vous piquer volontairement. Non. La méduse, elle fait sa vie et parfois il y a un coup qui part, quoi. Le secret, c'est de pas la toucher. Voilà. C'est ce qui fait qu'une méduse est super dangereuse. Dans l'océan, vous la voyez pas forcément arriver, et à tout moment, vous êtes entouré. Vous avez vu Nemo, voilà. Bah, Nemo, c'est pas une blague, c'est pas une exagération. À tout moment, ça arrive dans la vraie vie, et ça tue immensément plus de nageurs que les requins, qui tuent pratiquement personne l'année. Je le rappelle parce que moi-même, je suis phobique, mais voilà, hein, bon. Voilà, donc les requins, j'aime pas, mais s'il y a un truc que j'aime encore moins que les requins, c'est les méduses. J'aime bien les méduses dans les aquariums. J'aime pas les requins même dans les aquariums. Hein. Mais là, vas-y, les méduses, je pense que je ferais un AVC si je croisais un requin dans l'eau, mais je pense que j'aurais plus de chances d'en sortir vivant si je croisais une méduse. Sauf s'il y a personne pour me récupérer pendant que je fais un AVC, là ça va être compliqué, mais bref. Donc, voilà, les méduses, c'est chaud, parce que c'est transparent, que vous ne les voyez pas arriver, et qu'elles sont généralement pas toutes seules. Donc à tout moment, vous êtes entouré de genre une colonie de 20 méduses autour de vous, et les méduses, on pourrait se dire oui, mais ça va, ça traîne vaguement à la surface ou quoi. Non. Les tentacules des méduses peuvent faire, pour certaines des espèces, des dizaines de mètres de long. Donc voilà, c'est compliqué. C'est super compliqué. Voilà, globalement, mon conseil, ce serait n'allez pas faire des promenades dans la mer tout seul. Jamais. Voilà. Et toujours quelqu'un pour vous récupérer. Pitié. Voilà. Donc c'est automatique. Revenons sur ce qu'on disait au début. Non, pas là. Non, pas ici. Là. Les tentacules de cette méduse ne sont pas urticants. C'est-à-dire que ça pique pas quand vous le touchez. Et là, comme ça, on pourrait dire « Ah bah merci, c'est sympathique ». Non, parce que les méduses qui vous font mal, eh ben, elles vous font mal. Ou elles vous piquent, et dans ce cas-là, vous avez... ça gratte, quoi. Et vous vous doutez que ça pue, et que vous n'avez pas des masses de temps avant de, premièrement, rejoindre le bateau, deuxièmement, rejoindre la côte, et vous faire soigner. Il y a des méduses qui peuvent vous piquer et vous tuer en moins de 15 minutes. Voilà. Donc, c'est super chaud. Mais donc, vous êtes bien content d'avoir un signal qui vous dit « Ah, je pense qu'il s'est passé un truc ». Hein, comme quand les moustiques vous piquent, ça vous emmerde que ça gratte parce que généralement c'est pas grave, mais enfin dans nos pays de riches super chanceux, mais je dis ça parce que je suis belge, mais dans le cas de la méduse, c'est pas pareil. Si vous sentez pas la piqûre, vous faites quoi? Comment vous savez qu'il vous reste genre 15 minutes à vivre? Vous le savez pas. Vous le savez pas. Et donc, elle ne possède pas de cellules urticantes dans les tentacules, mais elle est quand même capable de décharger en masse ses cnidocystes si elle est importunée. Je rappelle, les cnidocytes, ce sont des cellules sensibles qui, si vous les touchez, vont prévenir au harpon en dessous, il faut tirer pour se défendre. Le cnidocyste, c'est le harpon qui va tirer sa capsule de poison, et le nématocyste, c'est la corde du harpon qui va s'étendre sur quelques micromètres en dehors du tentacule pour vous toucher la peau, et à partir de là, vous êtes potentiellement foutu. Et elle va pas vous envoyer une petite capsule de merde, sachant que parfois c'est suffisant pour vous tuer, non, elle va vous bombarder. Voilà. Et vous l'aurez pas senti. Parce que tout ça c'est microscopique, donc c'est à peine si vous pouvez le sentir. Il y a des piqûres de méduses, vous les sentez, hein, vous les sentez bien, mais celle-là, a priori, à part éventuellement une légère gêne, un tout petit peu désagréable sur une dizaine de secondes, ben vous le sentirez pas.
c'est pire. C'est largement pire. Si je me fais attaquer, je préfère être au courant. Voilà. Avec cette méduse-là, a priori, vous le savez pas. Vous le savez juste pas. Voilà. Donc, c'est important de faire attention avec les méduses, c'est important de faire attention quand vous sortez en mer, ne sortez pas tout seul, pitié. Voilà. Je pense qu'on a dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire dessus. C'était chaotique, c'était compliqué, hein. Il y avait beaucoup de trucs à dire et mais voilà. En fait, là, j'aurais eu plus facile de le réexpliquer avec mes mots tout seul, mais je voulais avoir les articles sous les yeux, et du coup, c'était un peu plus chaotique. Mais voilà. Donc, l'origine du nom, l'étymologie, donc l'analyse du nom latin du machin. Cassiopée est la traduction du nom latin de mangrove, car c'est dans les lagunes, je sais plus, et dans les mangroves qu'on a tendance à trouver cette espèce, pas ailleurs. On la trouve pas ailleurs que dans les mangroves. En même temps, c'est normal, comme j'ai dit, les mangroves, c'est plus haut, donc plus proche de la surface de l'eau, et donc plus proche aussi de la lumière du soleil. Plus profond vous allez dans l'eau, moins la lumière traverse la flotte, et c'est comme ça qu'on se retrouve dans les abysses avec des espèces qui n'ont pas du tout la même tête que celles qu'on trouve là où il y a l'eau, là où il y a de la lumière dans l'eau, parce qu'elles ont dû évoluer sans. Dans des milieux, il y a presque pas de flotte. On a déjà parlé de certaines espèces. La plus dingue de toutes dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, je pense, c'est le vampire des abysses. Le nombre de trucs qu'il y a à dire sur le vampire des abysses, je vous en supplie, allez voir la VOD sur le vampire des abysses, elle est géniale. Bon, il y a un décalage son, mais voilà, c'est vraiment très 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 cool. Vraiment cool. Ce truc, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi et c'est incroyable. Il y a trop de trucs à dire là-dessus. Voilà. Ce truc a trop de capacités mais que c'est des énigmes, quoi, donc allez voir. Comme j'ai dit, moi j'ai une chaîne de rediff des VOD de Twitch que je mets sur YouTube. On a dépassé les 60 épisodes. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Je dis épisode, mais je monte rien, j'ai pas les capacités pour ça. Juste, je fais les VOD, après je les poste sur ma chaîne YouTube. Le lien est dans la page, sur ma page Twitch. Sinon, c'est Spectre Rediff, donc c'est comme ici, mais avec Rediff derrière. Et c'est la même PP, vous trouverez facilement. Voilà. Cassiopéa, qui est donc le nom du genre, qui est tiré de la mythologie. Céphée et Cassiopée étaient rois et reines d'Éthiopie. C'était les parents de la belle Andromède. Cassiopée, comme il a imprudence de vanter la beauté de sa fille en la comparant aux Néréides. Sacrilège, généralement, les dieux aiment pas trop quand vous vous foutez de leur gueule. Du coup, le dieu marin Poséidon envoya alors un monstre marin dévaster le pays. Ça me paraît faire, hein. La seule façon de calmer sa colère fut de sacrifier Andromède en la livrant au monstre. Voilà. Ça n'avait qu'à pas être belle, apparemment. Attaché à un rocher. Le héros Persée, déjà meurtrier de Méduse, l'une des trois sœurs Gorgones, va la sauver par chance, hein, il passait par là, et tomber amoureux d'elle, sauf que, si je me rappelle bien, il finit par la larguer aussi. Les femmes sont je vais dire, très maltraitées dans la mythologie, mais en fait, oubliez même la fin de la phrase. Hein. Zeus mit fin à cette série de désastres. C'est généralement pas son style, pourtant, il aime bien remettre une couche. En envoyant tout le monde au ciel, Céphée et Cassiopée héritant de la position la plus polaire du ciel de l'hémisphère nord. On voit donc toujours ces deux constellations à l'envers dans le ciel nocturne, à l'envers parce que la méduse est à l'envers, quoi. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit sur ce truc ? Cette méduse se fixe au sol. Elle n'est pas obligée de passer par le stade de polype. Elle vous pique quand même. Elle choisit pas comment elle pique, et elle vit avec des algues qui se fixent sur elle et qui vont lui donner leur nourriture parce que ces algues produisent font de la photosynthèse et produisent des ressources qu'elles vont partager avec la méduse du coup. C'est l'une des raisons pour laquelle la méduse ne fait pas flap flap dans l'eau, mais se fixe à l'envers, le cul vers le haut, elle fait le poirier, sur le sol pour orienter ses tentacules, donc là où se fixent les zooxanthelles, vers le haut, vers la lumière, pour que les zooxanthelles puissent faire de la photosynthèse et partager les ressources. Et c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que cette méduse ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Voilà, vous prenez une méduse et vous inversez complètement le concept, ça donne ça. Du coup on l'appelle la méduse inversée, c'est le nom commun. Bien vu, mais what the fuck, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Moi je trouve ça rigolo. Voilà. Et donc c'était ça pour la méduse inversée. Voilà. Est-ce qu'on se fait une autre espèce ? J'ai trouvé un autre truc étrange.
Je sais pas si c'est aussi fucké, mais c'est très étrange et très stylé, hein, comme d'habitude. Ça concerne un poisson et des yeux. Je sais pas si ça vous intéresse. Sinon, on le fera peut-être la prochaine fois, parce que ça fait déjà 1h30, presque. Non, c'est pas ça que je veux. Voilà, là. Ok. Ça fait déjà 1h21, sans compter le temps d'attente, etc., disons 1h10, que je suis en live. J'ai faim, je suis fatigué, je suis un peu malade, parce que j'arrête pas d'être malade ces temps-ci. Et j'arrive pas à me concentrer, donc voilà. Moi, je pense, je relance un live demain ou le lendemain. Et on voit pour le poissouze, mais du coup, avec aujourd'hui, ça me permettra de savoir s'il y a eu décalage son ou pas. Et comme ça, je vous dirai si je vous verrai bien, du coup, si je garde les paramètres tels qu'ils sont ou pas. Et voilà. Et on espère, bah, vous le savez sûrement parce que du coup vous me voyez en live, mais moi je le vois pas. Il va falloir espérer que ça a effectivement réglé le problème de décalage son. Sinon, bah, c'est super chiant. Voilà. Là, je vois que j'ai oublié de vous parler d'un site. J'essaie de regarder un peu si j'ai oublié quelque chose ou pas dessus. Bah, globalement, non. Hein. Non. Je vous mettrai quand même le site. Je mets maintenant, je le fais depuis quelques vidéos. Je mets les sites qu'on consulte en live en description dans les vidéos YouTube. Donc il y a une grosse cinquantaine de vidéos qui n'ont pas de description, mais là maintenant il y en a maintenant. Voilà. Bref. Donc oui, je vais pouvoir regarder du coup si ça a réglé le problème de décalage son, en espérant que oui, sinon bah c'est chiant. Et je vais certainement revenir avec dans ce cas-là, hein, je reviendrai sûrement avec des paramètres plus bien, parce que là du coup c'est tout flou, c'est pas terrible. Mais écoutez, si c'est le risque qu'il faut prendre pour pouvoir revenir, pour pouvoir ne plus avoir de décalage son, il faudra qu'on fasse comme ça, hein, c'est tout. Voilà. Moi, sur ce, je vais vous laisser là. Voilà. Joyeux Noël, puisqu'on est que le 14, donc on va pas dire le mois en entier. Joyeux Noël, bonne soirée, à demain sûrement. Et oui, moi je vous dis bonne soirée. Et voilà, on parlera du poisson. Ça s'appelle Poisson 4 yeux et le nom, alors c'est subtil, vous verrez bien, c'est subtil, mais il y a un petit indice dans le... Non, parce que 4 yeux, enfin, du coup, c'est dans le nom, quoi, 4 yeux, mais en fait, c'est parce que... Enfin, vraiment, réfléchissez-y, quoi, je pense que c'est à votre portée, vous pouvez vraiment...